Bonsoir à toutes et à tous. Alors, déjà, il y a déjà pas mal de monde dans le chat. Alors, je vais essayer d'oublier personne. Salut Laurent, salut Caudaléa, salut Marine, salut Sylvain et salut Chucky. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, pour parler sans surprise de l'épisode numéro 5 de la série Acolyte, un épisode intitulé Night, donc nuit en anglais. On se demande bien pourquoi, hein? Donc c'est un épisode qui fait suite au cliffhanger de l'épisode précédent qui lui s'appelait Shocking Day, hein, jour, nuit, voilà, ils sont pas allés Comment c'est chercher trop bien fait. très très loin. On a quelques nouvelles têtes au casting et à la réalisation. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, les filles? Au niveau de la réalisation, on a le même que la semaine dernière, non? Alors moi, je dis des bêtises. Attendez, je vous redis complètement, ça. ouais. Oui, c'est ça, c'est le même. J'ai fait les deux parties du cliffhanger. Ouais, voilà. Alors attendez, hop, j'avais des les... bêtises, Oui, c'est ça, Alex Garcia Lopez, donc c'est celui de la semaine d'avant, qui cette fois-ci s'est un peu mieux débrouillé. Et au scénario, on a Cor Adana, qui est donc un jeune scénariste qui a travaillé notamment sur Mr. Robot et qui est attendu sur la série qui se passera dans l'univers de Dune, qui doit sortir, je crois cet automne, un truc comme ça. D'accord. Bon, est-ce que l'une de vous se sent de nous faire un petit récap de l'épisode précédent peut-être et de celui-ci? Si vous voulez, je veux bien. Vas-y, Faïs, Alors, si tu veux, je me lance. Dans l'épisode précédent, eh bien, nos amis ont fait du cosplay du Seigneur des Anneaux et ils sont allés en forêt pour tester tout ça. Alors, on avait d'un côté la team Jedi qui était donc à la recherche de Mei et du Wookiee qui était caché sur la planète. Et de l'autre côté, on avait Kimir et Mei qui étaient aussi à la recherche du Wookiee qui était caché sur la planète. Mais alors, que de suspense. Mais au bout d'un moment, elle a dit « Mon petit Kimir, t'es mignon, mais je me casse parce que c'est bon, ma soeur, elle est vivante. » Et elle est partie de son côté. Et pendant ce temps-là, les Jedi, ils se sont battus contre une petite bestiole. Et à la fin, tout le monde s'est retrouvé dans la cabane, dans les bois, pour se mettre en position de baston. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Et on arrive donc sur ce nouvel épisode où c'est la baston générale. Vraiment, tout le monde se bat, des magnifiques combats de sabre laser, ça pète de partout. Et alors là, vraiment, on a la plus belle scène de ma vie. Vraiment. J'ai poussé un oui de joie, mais vraiment, c'est venu du fond du cœur. Notre ami Yord, voilà, il a eu un petit accident, ça a fait crack. Voilà, il est parti. Bon, écoutez. Il est parti trop tôt. Voilà, il est parti trop tôt, c'était triste. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, c'est magnifique idée de scénario. J'adore. Après, bon, il y avait la petite Jackie qui malheureusement pourra pas aller au bout de son crush envers la petite Ocha. Parce que la vie l'a percutée, elle a été percée non pas par les flèches de Cupidon, mais encore une fois par notre ami qu'on avait surnommé Jason, qui l'a un peu percuté. Et au final, eh bien attention, twist, mais on s'en doutait pas du tout. Surtout si vous n'avez pas écouté nos récaps, parce qu'on l'a dit depuis le début, qui était sous le masque. Et ben c'est notre ami Kimir. Mais on l'avait pas vu. Fantastique, franchement, je suis tombée de mon siège quand j'ai vu ça. Et ce monsieur nous dit, écoutez, je vous dis pas mon nom, mais il paraît que vous m'appelleriez Sith. Voilà. Donc débrouillez-vous avec ça, moi je tue tout le monde. Et à la fin, on a nos jumelles qui se prennent pour les sœurs Olsen et font les jumelles s'en mêlent en faisant un switch de jumelles. Mais que va-t-il donc se passer dans le prochain numéro? Voilà un peu le résumé. Bravo Faye pour ce récap. Magnifique. Rien, c'est totalement improvisé. Génial. Au top. On a besoin. Alors oui, effectivement, on a quand même ce qu'on attendait beaucoup depuis le début de la série, des combats au sabre laser. Et il faut dire qu'ils sont quand même assez intéressants dans cet épisode. Alors, bon, quand moi j'ai atterri sur Twitter le mercredi matin, j'ai vite refermé Twitter parce que c'était déjà les meilleurs combats depuis Duel of the Fates. Oh, attendez les gars. On se calme. Et tout. Donc j'avais des attentes malgré moi sur ces combats. Alors je vous dis tout de suite, zéro spoiler, on n'est pas au niveau de Duel of the Fates. Ça reste quand même the référence en matière de combat de sabre. Cela dit, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes sur ce combat. Céline, je sais pas si tu as envie d'en dire un mot, ou deux, ou plusieurs. En effet, comme tu disais, Faye, il y a quand même plusieurs Jedi qui tombent. Hein. D'ailleurs, on a les images qui défilent là. Donc, on a un premier Jedi un peu
celui qui n'a pas de nom, hein, j'ai envie de dire, qui commence par tomber. Et puis après, voilà, la surprise quand même d'avoir Yord qui tombe alors que c'était un peu un personnage qu'on avait bien assis, sur lequel on pensait qu'il y aurait du potentiel. Hein. Attends, D'ailleurs, je vais tu nous citer disais celle-là. que tu faisais le montage et qu'on n'arrêtait pas de dire « Ah là là, il va y avoir des trucs avec Yord ». Je vais citer dalle. Selina qui a dit Yord, c'est un tronc. Même quand tout sera coupé, il sera là. Non, c'est un pilier. C'est un pilier, voilà. Donc magnifique. J'ai envie de... Donc le pilier s'est fait couper à la racine, Ah oui, c'est fait on le va coup dire. du lapin. Cric, cric. Et Méchant. Jackie a décidé de faire une belle pub pour la trilogie du samedi. Moi, j'ai trop aimé, je sais pas si vous avez vu ce mème, il y a des gens qui ont pris un mème de The Office, où en fait, dans The Office, il y a un épisode où Dwight se déguise en Sith, et on a Jim qui a juste mis 3 trous sur sa chemise parce qu'il est en fiche perforée. Et en fait, ça résumait déjà l'épisode. Ça me fait rire. Non mais sans déconner, par contre, c'est vrai que Daphne Keane, moi j'ai vu du coup un peu des images de making of où elle s'entraîne, on voit qu'elle a fait ça hyper sérieusement et les chorégraphies, on a non seulement le combat avec Kimir, mais on a avant ça le combat avec Mei et les 2 chorégraphies sont très jolies, très bien orchestrées. Le jeu avec la lumière des sabres est plutôt bien maîtrisé par rapport par exemple à Obi-Wan où on avait il y avait quelque chose de sympa sur les chorégraphies, mais on avait des énormes plans sur leur visage avec les lumières qui passaient. C'était sympa comme plan, mais il y avait trop de gros plans, je trouvais, par rapport à la chorégraphie vue de loin. Du coup, on ne profitait pas de cet aspect un peu, j'ai envie de dire, dansant du combat au sabre laser. Alors oui, on n'est pas non plus à Duel of the Fate où c'est du ballet de combat. Mais non, c'était pas mal. Et toi, Faye, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'ai beaucoup aimé, je les ai trouvés nerveux. Il y avait vraiment une chouette chorégraphie de combat. On retrouvait quelque chose justement de très film d'arts martiaux, film de samouraï. Vraiment, on sentait la puissance des coups. J'ai aimé la rapidité des gestuels. J'ai aimé que justement notre ami Kimir, il se batte non seulement avec les mains, mais aussi avec la tête, avec tout le corps. Il voltige dans tous les sens. Enfin, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de rapidité. Ça m'a même un peu parfois fait penser à des combats que tu aurais pu voir dans les premiers épisodes de Dragon Ball, hein, pas les derniers. Bon, ils sont super machins. Mais tous ces trucs-là où vraiment ça s'inspirait de vieux films d'arts martiaux. Tu vois, je pensais aux films des Shaw Brothers, vraiment tout ce qui est des Aitoshi, des choses comme ça au niveau sabre. C'était super cool. Par contre, ce qui est dommage pour que ça soit parfait, c'est que c'est beaucoup trop sombre au niveau de la photo et donc on perd dans les mouvements et c'est vraiment dommage. Après, la mise en scène en elle-même, elle est pas mal, elle suit les mouvements, on a quand même un beau découpage, ça bouffe pas, alors que effectivement, vous parliez d'Obi-Wan ou même encore d'Ahsoka, c'était des combats de papy, ça se traînait, alors que là, on a vraiment ce qu'on veut. Et c'est vrai que genre, tu vois, j'aime bien le combat de l'épisode 1 justement contre Dark Maul, où vraiment c'est très très beau, mais c'était pas assez rapide pour moi. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des combats vraiment ce qu'on voit dans les films d'arts martiaux, ce qu'on voit quand tu prends, par exemple, tu vois, je pense à la secte, j'adore Il était une fois en Chine. Bon, c'est pas des combats de sabre, mais c'est des combats d'arts martiaux. T'as une fluidité, t'as une rapidité, tu sens les coups. C'est des trucs comme ça que j'aime bien, même des vieux Van Damme, t'as des trucs sympas dedans, tu vois. Et là, vraiment, je trouve que c'est des combats qu'on pourrait aussi retrouver dans des jeux vidéo Star Wars ou autres, qui sont à l'écran. Et les 2 acteurs ont fait un boulot fantastique. Déjà, la petite Daphne Keane, à l'époque de Logan, les scènes d'action, pour son âge, je trouvais qu'elle avait extrêmement bien géré. Elle a vraiment du potentiel. C'est dommage que elle soit partie trop tôt parce que le personnage était intéressant. Mais j'ai envie de la voir dans d'autres rôles d'action parce qu'elle gère. Et Manny Jacinto, il est magistral. Mais pourquoi personne lui donne pas plus de rôles ? Mais vraiment.
Écoute, après ça, j'espère qu'il en aura parce qu'il dégage vraiment Vraiment. quelque chose. Là, avec cet épisode-là, il s'éloigne énormément, enfin, il s'éloigne complètement en fait de ce qu'on avait, enfin de Jason en fait, hein, Mmh. de The Good Place. On en revient toujours là parce que bah, avec Faye, c'est une série qu'on aime beaucoup et Ouais. on l'aimait déjà énormément dans The Good Place, mais là, il montre un talent d'acteur qui est incroyable. Il faut quand même qu'on parle de comment il nous a enfumés tous en interview en nous disant non, non, j'ai jamais touché un sabre, machin, tout ça. Et tu te fous de notre gueule là. Donc ça, c'était plutôt pas mal, même si effectivement le fait que Kimi reçoit Smile Oren, bon, c'était quand même un peu évident. J'étais quand même un peu déçue de cette révélation-là parce que justement, j'attendais autre chose, j'attendais un twist qui viendra peut-être plus tard parce qu'on ne sait pas en fait si c'est le maître, l'apprenti. Enfin, on ne sait pas si on est encore sur la règle des deux ou pas. Hein, on est complètement dans le. Et puis même, il n'a pas dit clairement qu'il était Sith. Il a dit qu'on pouvait l'appeler Sith à défaut de l'appeler autrement. Mais il ne s'est pas présenté comme étant un seigneur Sith. Il a dit, ouais, voilà. Non, il a dit, j'ai vraiment me pas de nom. définir. Ah ouais. Il a dit, j'ai pas de nom. Mais on a des indices quand même intéressants dans l'épisode parce que déjà au début de l'épisode, on entend le thème de Ben Solo. Et on le re-entend un peu plus tard quand il dit justement machin Sith et compagnie. Et moi, je me demande si c'est pas le fondateur des Chevaliers de Rennes. Parce que même la façon dont il parle... Ouais, puis même la façon dont son discours, ça me rappelle aussi le discours de Ben. Genre, je veux pouvoir utiliser la force comme je veux, donc ça implique les Jedi, les Sith, peut-être, j'en ai rien à secouer, je veux faire mon truc à moi, tu vois. Ça rappelle ce que dit Ben quand il dit, tu vois, let the past die, tu vois... et qui lui dit à la petite Rey, genre, on s'en fout des Jedi et des Sith, on va faire d'autres trucs parce qu'il y en a marre. Et on a déjà peut-être ça, l'émergence de ça avec ce personnage. Parce que et en même temps, tu as des éléments qui le recollent au Sith, parce que son style de combat rappelle énormément celui de Palpatine dans l'épisode 3, avec ce côté... alors, moi, ça me fait hurler en tant que ex-lasériste, parce que c'était des coups qu'on n'avait pas le droit de porter. Tout ce qui est feinte en avant, tout ce qui est frappe des stocks, en fait, au sabre laser ludique, celui qu'on joue on pratique dans la vraie vie, on n'a pas le droit à ces coups-là parce que c'est trop dangereux. Et donc du coup là on le voit vraiment utiliser ces coups, il va vraiment frapper des stocks et c'est pas un style de combat qu'on voit beaucoup avec un sabre laser, c'est justement ce qu'utilise Palpatine quand on le voit face à Windu, face à Yoda dans l'épisode 3. Donc ça le raccorde un peu plus au Sith, on sent quelqu'un qui n'a pas été entraîné par les Jedi. C'est pas un Jedi qui a basculé, c'est quelqu'un qui a soit grandi dans une secte du côté obscur, soit a grandi en étant un Sith, mais ça n'est pas un Jedi. Il n'en a absolument pas le style de combat. Après, il a d'autres choses qui sont assez intéressantes. Où là, moi, j'ai sauté, j'ai bondi. Je veux dire, le Cortosis. Enfin, on a en live action un minerai qui a été créé pour le Légende, qui a été créé par Timothy Zahn mais la première apparition, c'est comment il s'appelle, Michael Stackpole dans Moi, un Jedi. Donc le Cortosis, juste pour expliquer, parce que du coup le mot est pas prononcé dans la série, c'est un minerai rare, friable, extrêmement fragile, qui a la propriété en fait de court-circuiter les sabres laser. D'où le côté les lames qui s'éteignent pendant les combats. Alors dans le Légende, il est réputé friable et fragile. Là, il a peut-être été tressé dans une sorte d'alliage, comme on fait aujourd'hui. On tresse des fibres de carbone pour pouvoir renforcer certains matériaux. On peut imaginer quelque chose un peu comme ça pour qu'il puisse quand même filer des coups de casque sans que son casque justement ne casse. Il a aussi des morceaux d'armure qui sont renforcés en Cortosis et il en joue énormément pendant les combats. On sent qu'il utilise en fait... Enfin, tout son corps est une arme. C'est ça qui est absolument génial. Enfin, il y a un moment donné, il va quand même éteindre un sabre en donnant un coup de tête dedans. Enfin, on est vraiment dans un truc, c'est vraiment pas le style de combat d'un Jedi, ni même forcément d'un Sith. Donc oui, la théorie du premier Reine, elle tient aussi... Alors, voilà, je crois qu'on l'avait déjà évoqué parce que le casque rappelle fortement ceux des Chevaliers de Rennes. Même ne serait-ce que le fait d'être bras nus, tout ça, ça rappelle vraiment le premier Reine dans le comics L'Ascension de Skywalker.
On voit celui que va remplacer Kylo Ren d'ailleurs. Voilà, donc on est vraiment dans toute cette imagerie, mais on est encore dans le qui est-il réellement? On a encore assez peu d'indices au final. Mais après, juste pour dire, Ren, il faut savoir que c'est donc un nom que porte le chef des chevaliers. C'est un peu comme dans Princess Bride avec le terrible pirate Roberts. Chaque personne qui remplace reprend le nom. Donc là, on aurait peut-être un personnage qui l'utiliserait pour la première fois et donc qui pourrait après donc mettre tous les autres chevaliers de Ren. Et ce qui est intéressant aussi au niveau du combat, dans l'épisode, il y a Osha qui dit, lorsqu'elle discute avec Yord, elle dit « Ah, c'est bizarre, sa technique, ça rappelle ce que faisait ma mère. » Quand il lui parle, qu'il utilise aussi l'esprit, et on a des scènes, alors je trouve la mise en scène cool, où on voit carrément de temps en temps le visage de Kimir qui apparaît, tu vois, comme ça, genre pour dire ah, je rentre dans ta tête, je te fais peur, tu vois. Donc il est partout, c'est limite, tu vois, le chevalier du phénix dans Saint Seiya. Je fais plein de références. Éclatez-vous avec ça. Non mais c'est intéressant. Et si vous regardez aussi son casque de plus près, je me suis aperçue de ça en regardant des captures d'écran. On voit des marques et ça me rappelle le casque de Ben quand il le reconstruit dans l'épisode 9. Donc c'est ça, donc ça doit se casser souvent et il le répare et donc on a encore ce lien aussi qui se fait. Et non mais je trouve qu'il est excellent parce qu'il a à la fois ce côté séducteur des Sith, il a à la fois ce côté inquiétant aussi, mais il a un charisme de dingue. Moi je m'engage direct, à côté, voilà, où il faut signer, vous me dites. Si en plus sa maître c'est peut-être Carrie-Anne Moss ou la mère des petites, je ne sais pas, mais ça peut être une bonne team. En tout cas pour moi c'est sûr, c'est pas le maître, c'est un apprenti qui veut se rebeller pour moi. Ou un rogue, tu sais, quelqu'un qui fait son chemin. Il est peut-être même pas forcément, parce qu'on parle Sith, blablabla, voilà. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être Sith pour être du côté obscur de la Force. Il y a énormément de sectes du côté obscur, il y a plein de Dark Jedi, même si j'ai évoqué que pour moi c'est pas un Dark Jedi, mais comme il y a plein de sectes du côté lumineux de la Force, pourquoi il n'y aurait pas plein de sectes du côté obscur de la Force? Ça marche dans les deux sens. Ou alors il a suivi un tuto sur YouTube. Comment être Jedi, un holocron, s'il te plaît. Ah oui, un holocron, pardon. La chaîne de Palpatine. Je voulais juste rajouter que l'histoire du Cortosis, ça a été confirmé sur le site officiel. C'est pas juste, tiens, on a fait un lien entre un truc Legend et ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, en fait, le fait que le casque soit cassé, c'était peut-être justement pour montrer ce côté friable. Je sais pas. Alors Marie nous disait en commentaire, je vais le réafficher, dans Aphra Hidden Empire, donc le comics, on retrouve aussi le Cortosis, et il y a aussi cet aspect, c'est fragile, sauf si on l'adapte bien. Effectivement, donc j'ai vu passer plusieurs mentions que ça avait déjà été intégré dans le canon, mais sur des publications qui m'avaient échappé. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on n'a pas encore tous les liens entre les personnages. On n'a clairement pas le lien entre Kimir et Sol. Quand on avait eu l'épisode là dans le passé, on avait évoqué que peut-être que les Jedi avaient libéré quelque chose. Peut-être que c'est Kimir en fait. Peut-être qu'il y avait 3 enfants et que les sorcières avaient décidé d'élever que les filles et d'enfermer le garçon et qu'il a été libéré par les Jedi. Mais ça serait possible parce que des fois dans des covens de sorcières, des choses comme ça, quand c'était des enfants mâles qui naissaient, ils étaient écartés du groupe. Souvent ils finissaient en offrande aux dieux ou alors on les abandonnait ou on les virait. Donc c'est possible que ça soit ça et ça expliquerait le lien, pourquoi pas. Après moi j'avoue, là quand je vois l'épisode, j'ai vraiment l'impression tu sais, je vous en avais parlé quand on avait vu le premier ou le deuxième, quand on a fait le premier récap, que j'avais trouvé qu'il était vachement intense avec Osha. Et à la fin de l'épisode, quand il arrive comme ça, genre tout doux, je te mets la couverture et machin, ça se voit qu'il sait que c'est l'autre. Enfin, il est pas con, mais il voulait la tuer pendant l'épisode. Oui, bien sûr. Moi, c'est sûr. Et je me dis, il a un avec Osha. C'est vraiment... Il y a un lien, quoi. Par contre, tu vois, vous parlez de Sol, et je commence à demander si en fait le vrai twist de la série, ça serait pas que la personne du côté obscur, le vrai acolyte, le vrai disciple, au final, ça serait pas Sol,
Parce que là, on le voit craquer dans l'épisode. Et si en fait, le truc dégueulasse qu'on n'a pas vu, c'est Saul qui avait pété un câble et qui avait buté tout le monde pour essayer de sauver les 2 gamines parce qu'il aurait vu que les sorcières avaient fait des trucs sur elles. Et donc, justement, il a ce côté obscur en lui. Là, on voit qu'il pète un côté obscur. Et si en fait, le twist final, quand on aurait la révélation du maître, Saul, il irait pas avec le maître. Tu penses qu'il nous aurait fait une Anakin? Ouais, je sais pas. Mais il y a une part d'ombre effectivement dans Saul, et puis il y a des choses qui sont pas explicitées. Enfin, c'est-à-dire le fait que Kimir le reconnaisse, mais Saul paraît sincèrement ne pas le reconnaître, en fait, ne pas le replacer. Après, il y avait Yord aussi qui le reconnaît, puis je me suis dit d'où il connaît, puis après j'ai réfléchi un petit peu, il l'a vu dans l'épisode précédent, parce qu'ils se sont croisés sur la planète, etc. Il m'a fallu un petit peu de temps pour remettre les trucs dans le bon ordre. Et c'est vrai qu'en fait, on a plus l'impression que le mystère s'épaissit plutôt que d'avoir des réponses. Après, il nous reste encore 3 épisodes derrière, donc heureusement qu'on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Et puis c'est une mini-série, donc c'est pas grave parce qu'on n'a pas tout d'un coup en fait. Oui, aussi. Et il y aura une saison 2, hein, donc si ça se trouve, ils s'en gardent un peu sous le pied. Hein. Je voudrais juste qu'on reparle, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de ce côté ambiance sombre, etc. Et qu'on en reparle justement de cette fichue ambiance où tu es obligé de monter la luminosité de ton écran pour pouvoir voir quoi que ce soit. Moi, ça m'a beaucoup agacée. J'ai loupé beaucoup de choses dans les combats. Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là. Mais je trouve que là, depuis la saison 8 de Game of Thrones, là, il y a un gros kiff. Allez, on se fait des épisodes tout noirs. Alors, c'est quoi? C'est pour cacher des défauts de réalisation, c'est par manque d'originalité, c'est... Il y a quoi? Ça existait avant, hein. Quand tu vois le premier Batman de Tim Burton, par exemple, il est super sombre. Moi, je sais que des fois, ça m'arrivait de mettre la télé un peu plus de lumière. Ça arrive sur plein de films. Je me rappelle d'un film que j'avais vu aussi qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, c'est une sorte de bébête dans un musée où c'était tellement sombre, tu voyais rien, t'étais obligé de monter la lumière. Et alors sur ce film-là, je vais te dire effectivement, ça permettait de cacher la misère parce que quand tu augmentais la lumière, les bébêtes étaient très moches. Mais après, je pense qu'ils pensent que ça crée une ambiance, tu vois, qui fait peur et tout, comme ça on peut jouer avec la lumière. Mais il y a plein de films qui jouent avec le clair-obscur qui sont très intéressants et qui te mettent une super ambiance. Tu regardes, je pense par exemple à The Witch, qui est filmé en lumière naturelle, c'est-à-dire que t'as pas vraiment de lumière artificielle, tu vois, c'est un peu comme le film de Kubrick, Barry Lyndon, ça va être filmé à la bougie, ça va utiliser vraiment le côté un peu quand t'as la nuit avec les... Enfin, je peux pas expliquer mieux, mais voilà, il n'y a pas de lumière artificielle et t'as une ambiance qui est hyper angoissante tout du long. Parce que tu as la caméra qui va accentuer ça, tu as le jeu d'acteur, tu as plein de choses. Et le fait qu'on ait une lumière qui soit sombre, mais quand même visible, ça marche très très bien, ça donne un côté pictural, c'est vachement beau. Mais là, c'est beaucoup trop sombre. Et au final, ça empêche la lisibilité des combats qui sont sublimes. Ça permet aussi de pas bien voir certains points importants. Je prends l'exemple de la mort de la petite Jackie avec les 3 trous. J'ai dû revoir la scène en mettant plus fort parce qu'au début, j'avais pas fait gaffe qu'il l'avait transpercé 3 fois en lisant des commentaires. Je me suis dit, j'ai loupé un truc. Et en fait, je voyais pas bien les lumières. Alors que c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose qui est censé être tragique. On est censé voir ça comme un cauchemar et dire, oh là là, il tue tout le monde et tout. Tu vois, c'est pareil, Yord, j'avais pas eu le crack. Bon, si quand même, on voit un peu mieux sur lui. Oui, tu vois que la tête, elle tourne à un angle pas normal. J'étais tellement émue, j'ai fait péter le champagne que voilà, c'était un peu... Qu'est-ce que j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça? Mais j'ai bien pu... D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des messages en disant « Hey, t'as passé une bonne journée, oui, oui. » Je t'entendais jubiler derrière ton écran. J'ai poussé un cri du cœur, genre hey! Comme ça. Mais voilà, vraiment... Alors que moi, ça a été plutôt le... Parce que je l'ai pas vu venir, enfin, je me doutais qu'il était en mauvaise posture, mais je pensais pas qu'il allait, tu sais, lui faire craquer les cervicales à la façon mauvais chiropracteur, et du coup, ça a fait le... Mais pendant tout l'épisode, je me dis, mais allez, il va revenir, il va mourir, c'est obligé, il a trop le profil et tout. Je dis, vas-y, dis que tu veux partir à la retraite et c'est bon, allez. Mais voilà, non, j'étais trop contente. Mais c'est vrai que c'est... Trop mieux pour ces conneries. Mais c'est ça. Non, mais c'est dommage, parce qu'on a une forêt, on a une cabane, on a déjà ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'ils ont forcé autant de noir? Surtout que là, ça
ça servait à rien parce que avec tout le la reste était rapidité des nickel. combats, en fait, on perd en lisibilité. Parce que C'est déjà, ça. un Ouais. combat très rapide, tu as un peu de mal, Mmh. mais en plus, un combat comme ça, où contrairement effectivement à je pense au dernier combat dans Obi-Wan, Ouais. où là, bon, le jeu sur les lumières était hyper important. C'était donc les sabres éclairaient vraiment la scène, éclairaient tous les mouvements. C'était très sombre, mais on y voyait quelque chose. Là, Mmh. en fait, comme Kimir, il attaque de façon très, très aléatoire et beaucoup la lame en avant. La lame, du coup, ne l'éclaire pas lui. Donc, Mmh. on voit juste un espèce de petit faisceau rouge vite fait. Il Mmh. n'est pas du tout illuminé par son arme, donc on ne sait pas où il est, on ne sait pas quel mouvement il fait. Ça apporte à la confusion, c'est clair que ça l'aide lui pour le combat, mais nous, ça nous aide pas en tant que spectateur pour la lisibilité de l'exercice, en fait. C'est vrai Ouais. que quand on voit les Jedi là tous en rang, comme il y a beaucoup de sabres, moi je trouve que ça donne bien cette scène-là, mais tout le reste du combat, comme vous disiez en fait, Kimir il se bat avec tout son corps, donc il se bat aussi avec son casque, avec son armure. C'est dommage qu'on perde cette lisibilité-là. Moi je suis un peu sensible aussi, enfin j'ai des proches qui voient pas bien quand c'est dans le noir, et j'ai des proches qui sont épileptiques. Franchement, moi je pense aussi à eux et je me dis en fait, on est en train de couper un public de Star Wars. Ah, mais je suis d'accord Voilà. avec les lumières et tout, c'était parfois pas du tout lisible. Vraiment, je savais plus qui était qui. Alors déjà qu'en plus j'ai du mal. Bon, le rouge, ça va, ça j'ai retenu. Alors, les autres, je savais plus qui était qui. Ça m'a perturbée des fois dans la lisibilité du truc. C'est dommage. Alors que par exemple, je conseille aux personnes qui nous suivent et à vous aussi les filles, il y a les vidéos justement d'entraînement de l'acteur où tu revois toute la chorégraphie du truc. Oui, Et c'est beaucoup mieux. c'est impressionnant, vraiment. Moi, s'il faut un nouveau John Wick, prenez-le. Voilà. Et puis vous invitez Carrie-Anne Moss aussi, comme ça tout le monde se retrouve. Bon, faut y penser. Lucas disait faut pas être épileptique pour regarder l'ascension de Skywalker, mais complètement. Hein, c'est le premier film, je crois, où ils ont mis un bandeau pour dire attention, si mais ça, si c'est vous un êtes défaut épileptique, ne le regardez pas. C'est un vrai problème. Chez J.J. Abrams, c'est qu'il fait des montages dans ses films qui sont beaucoup trop rapides. Et déjà, même dans Alias, tu avais ce problème-là aussi, dans le truc où des fois c'était un peu. Tu savais pas ce qui se passait parce que ça allait trop vite l'enchaînement du truc. Ça, c'est un de ses défauts. Après, en même temps, sur l'épisode 9, je pense que c'était déjà tellement compliqué avec tout ce qu'il y avait qu'ils auraient dû le couper en deux pour avoir un truc un peu plus correct. Mais là, on a un épisode où il n'y avait pas besoin de couper en deux. Ils pouvaient nous faire un truc vraiment très horrifique, encore une fois, avec des... Mais t'as plein de films. Attends, il faudrait que je retrouve des références de scènes de nuit dans des films asiatiques. Mais je sais que dans des Aitoshi, dans des Aitoshi, je crois, dans la version de Kitano. Donc Saitoshi, c'est un personnage d'un... Je crois que c'est un moine aveugle. Je sais plus s'il est moine. En tout cas, c'est un combattant aveugle. Et il me semble que dans la version de Kitano, il y a une scène sous la pluie qui est assez sombre, où pourtant, tu vois tout nickel et c'est super beau, tous les mouvements. Et là, franchement, on a des trucs qui sont beaux. Je suis un peu restée sur ma faim, tu vois. J'ai kiffé l'épisode, c'est mon épisode préféré. Mais il faut monter la luminosité, ce que j'ai fait en le revoyant la deuxième fois. Ça va beaucoup mieux. Moi, là où je suis déçue dans le côté horrifique, c'est que tu as tellement, comment dire, la semaine dernière insisté sur le côté les petits insectes, ils vont arriver, ça va, que je les attendais en mode putain, il va y avoir les insectes, Burk. Et je suis pas, j'ai pas peur des insectes, mais les trucs qui rampent, je suis moyen fan. J'ai des vieux restes traumatiques du King Kong de Peter Jackson. Donc les insectes géants, c'est vraiment pas mon truc. Et donc je m'étais préparée, tu vois, à des scènes vraiment. Et puis au final, ils débarquent sur Kimir et puis ils l'emportent comme ça. Enfin, c'était un peu. Ok, l'idée était bonne dans l'idée, oui, voilà, ils suivent la lumière, etc. Osha, elle sacrifie quand même son droïde pour
Pour justement attirer contrer les Kimir, bêtes, ouais. pour attirer les Comme, petites bêtes, et, donc comme par y a hasard, retiens ça, elle le met sur Kimir, ça permet qu'il puisse s'éloigner un petit moment, comme ça après elle peut faire le truc et elle protège son petit Kimir. Est-ce qu'ils seraient pas potes depuis le début? Ça se trouve ils sont mariés femmes, ils se font des bisous, on sait pas. Oh, tu vas trop loin là. Ah, Et bah, je viens de dire qu'ils étaient peut-être frères et sœurs, franchement, c'est... Oh bah, tu sais, vu les oh, tu inspirations de Game sais, of Thrones, tu prends on est plus Georgie, assez hein. après, hein. Tu prends le dessin animé Georgie, elle s'est tapé ses 2 frères adoptifs, alors bon, ils Et adoptent. Salina, elle va nous écouter, elle va péter un câble. Hein. On lui fait un bisou d'ailleurs, elle pouvait pas être là ce soir, elle Allez, travaillait. on Bisous. pense à toi. Oui. Mm. Non. Mais les bestioles, ouais. Alors, tu vois, regarde, tu sais Ah que oui, les ça bestioles. tombait un peu à plat, ouais. Et Ouais, finalement... je pense à Pitch Black, où tu as des scènes de nuit, parce que les bestioles attaquent la nuit. Et donc, tu as les scènes de nuit où ils essaient d'échapper, et il n'y a que la lumière qui les protège. Et ben là, les scènes, elles sont lisibles, et il y a une super ambiance et tout. Bon, t'as Vin Diesel, ça fait peur aussi, mais quand même, c'est bien géré. Et pourtant, le film, c'est un film à petit budget. Ils auraient pu refaire pareil, parce que vraiment, tu vois, comment ça s'appelle ? La showrunner, elle a dit que dans chaque épisode, elle faisait des citations à des œuvres qu'elle aime bien. Et là, clairement, il y a quand même du Predator, hein, les 3 petits trous, la forêt et compagnie. Mais moi, je me demande si elle n'a pas vu Pitch Black et qu'elle n'a pas essayé de refaire ça avec les trucs de la lumière, parce que vraiment, ça m'y a fait penser. Mais c'est dommage, le réal, il a pas géré. Mais en même temps, voilà, il a fait Cowboy Bebop, la série. Donc, hein, je vais rien dire. Mais j'en pense pas. T'as vu. Voilà, allez-y, parlez. Non, bah, c'est un peu tombé à plat. C'est un peu dommage d'avoir fait monter la sauce pour finalement pas trop se servir des bébêtes. Alors après, ils sont pas partis de la planète, donc il n'est pas impossible que on revoie ces petites bestioles là. Ne serait-ce que parce que déjà, on n'a pas. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas élucidé le meurtre de Kelnaka, c'est que pour l'instant, les Jedi ils savent pas en fait. Ils ont pas vu le corps de Kelnaka. Ouais, ils n'ont pas pu rentrer dans la cabane puisqu'ils ont eu un petit accident de sabre. Et ceux qui sont vivants, à savoir donc Saul et la fausse au chat, ils sont partis vers le vaisseau reniflés par Basile le détective. Donc peut-être Basile le sait lui, parce qu'il a disparu pendant toute la baston et tout ça. Donc peut-être que lui il l'a vu. Ça se trouve, on est d'accord que le seul intérêt de Basile en fait, c'est qu'après il va pouvoir différencier au chat de mai. Il est juste là pour ça. Hein. Ah oui, totalement. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui. Oh, d'ailleurs, un truc choquant après, en parlant de Kelnaka, les Jedi n'ont pas récupéré du tout, le Jedi plutôt, parce qu'il en reste qu'un, les corps en fait, ils les laissent comme ça en vrac, y compris les sabres, y compris tout. En même temps, il y avait une situation d'urgence, ils ne savaient pas si machin allait revenir. Il y avait les bébêtes, ils se sont dit peut-être on reviendra plus tard, parce qu'on n'a pas vu, dans le trailer, on en avait parlé de l'image de Vernestra avec son sabre lasso, et ça avait l'air d'être la végétation qu'on voit là, donc peut-être qu'ils vont revenir après, ou que dans le prochain épisode elle va débarquer, ou je sais pas. Peut-être, on l'attend toujours. En attendant, moi, il y avait un détail qui m'a marqué. Je sais pas si vous avez remarqué que le sol de la forêt est pas mal recouvert d'un espèce de pollen un peu orange. Et que à chaque fois qu'on a une scène avec Kimir, on a un espèce de... Quand il s'en va, quand il quitte la scène, on a un espèce de motif au sol. J'aurais dû faire un dessin et l'intégrer. Ça fait comme un cercle, en fait, en partant de Kimir, qui va suivre sa poussée de force, par exemple. Et en fait, à chaque fois, même s'il n'a pas utilisé la poussée de force, au sol, on va avoir cette espèce de motif en éclatement, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je décris. Si, c'est une espèce de son aura, en fait. C'est la marque de son aura. Ouais, vraiment, ça s'est projeté vers l'avant et t'as vraiment c'est comme des chemins qui partent d'un espèce de cercle sur quasiment toutes les scènes. En tout cas, toutes celles où on voit cette espèce de pollen orange sur les plantes et sur le sol. Et je trouve ça drôle parce que finalement, moi, ça me fait penser au symbole des Jedi dans la Haute République. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Ah, pourtant, on est sur un cône beaucoup plus refermé parce que pour moi, c'était le symbole est plus ouvert. Manifestation de son pouvoir, surtout que, en plus, tu vois, alors,
Après, j'ai pensé aussi au, au premier Dark Knight de Nolan, où tu avais le personnage de l'épouvantail qui utilisait, tu sais, une espèce de toxine pour après faire peur aux gens et compagnie. Et je me suis dit, on a vu que Kimir, il savait un peu manipuler les trucs et tout ça. Est-ce qu'il n'utiliserait pas en fait son pouvoir pour faire voler ces machins-là et que ça lui servirait aussi à pouvoir pénétrer plus facilement et faire peur à ses ennemis en utilisant, en s'adaptant à la planète sur laquelle il est. Enfin, je sais pas, je me suis posé la question. En tout cas, c'est sûr que c'est une manifestation de son pouvoir. pour moi. Justement, ça me fait, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'ils avaient pas mal insisté dans le premier épisode, je crois, sur le pollen de l'arbre qu'on voit Oui. dans le 3e épisode, qui est un poison, celui Mm. dont elle se sert May contre Oui. Torbin. Oui. Voilà. Donc on est peut-être effectivement dans un truc de manipulation, parce que ça rejoint le mythe de la sorcière, hein. La manipulation des plantes avec un certain pouvoir magique ou pas magique, mais en tout cas la connaissance de la nature et la connaissance justement des poisons pour agir, on reste dans le mythe de la sorcière. Donc on vient peut-être étayer ta thèse, comme quoi Kimir à la base est un enfant des sorcières. Ouais, c'est peut-être, il fait partie des expériences qu'elles ont fait avec quelqu'un pratiquant du côté obscur. Et moi, je reviens à cette histoire de sorcellerie, d'alchimie du côté obscur aussi qui peut être intéressant. Et puis, je trouve que quand même, Kimir, il y a un côté mise en scène dans la façon dont il arrive à la fin de l'épisode précédent. Tout le combat est fait pour qu'il paraisse comme une force brute, inarrêtable sur ses adversaires et pour faire naître la peur en eux, pour susciter justement la peur et le désespoir. Et on le voit à chaque fois qu'il y a un Jedi qui meurt, la tête des autres, on voit la tête de Saul à la fin, quand il voit justement la petite Jeki et le petit Yord qui ont des petits soucis, voilà, on sent qu'il n'est pas très content. Et on a l'impression que c'est aussi quelque part ce qu'il veut. Et on a l'impression qu'il veut aussi que ce qui est caché sorte. Et c'est vraiment lié à Saul. Encore une fois, il y a ce lien. Ces personnages-là, Saul, les jumelles et Kimir, ils sont totalement liés et tout a un rapport avec ça. Enfin, comment il peut être au courant de ce qui s'est passé s'il n'était pas lui-même sur la planète à ce moment-là? Est-ce que tu sais, en plus on avait vu à la fin de l'épisode flashback que comment s'appelle May, quand elle s'en sort, le dernier plan sur elle, on aurait dit qu'elle faisait une rencontre, que quelqu'un arrivait. Donc, est-ce que c'est pas lui en fait qu'on verrait dans un autre flashback? Parce que peut-être que l'épisode suivant, on va avoir Saul qui va raconter sa vision des événements à May, et de l'autre côté, on va avoir Osha qui va découvrir la vision des événements par Kimir. Ça peut être Alors, il y a intéressant. peut-être même plus de balance que ce que tu penses, parce que Ouais. j'ai lu une théorie, ça reste une théorie, quelqu'un qui s'est penché sur les noms de Sol et de Kimir, parce que Sol, Ouais. bon, la référence au soleil est quand même assez évidente, et Kimir, ça serait un dérivé de l'arabe Kamar, qui est la lune. Donc on aurait une dualité entre finalement Sol et Kimir. Est-ce que Sol et Kimir ne seraient pas eux aussi des frères séparés? Puisqu'on sait que les Jedi sont recrutés pas à la naissance, mais Au quasiment. berceau, Donc, quoi, ouais. tout Quatre ans pour à fait Sol. envisageable que les parents de Sol aient eu un autre enfant qui, lui, a été recruté ailleurs et pas par les Jedi. Peut-être caché, par exemple, jusqu'à ce qu'il soit un peu trop tard ou trop vieux. Alors voilà, je trouvais que la théorie était assez intéressante parce qu'on a beaucoup parlé de la dualité May-Osha, de ce côté yin-yang, etc. Mais peut-être qu'il en existe un autre, qu'il existe une autre dualité qu'on nous a cachée jusque-là. On nous a agité les jumelles devant le nez, regardez bien, et puis en fait, tout se passe derrière. Ce qui rejoindrait aussi ce que dit Saul dans le premier épisode, les yeux nous mentent. Enfin, c'est plus comme ça qu'il le dit, j'ai oublié, mais... Les yeux foutront. Ouais, mais ton histoire de soleil et lune, là, mais c'est le symbole en plus de la série. C'est vrai. Donc C'est vrai il y a quelque chose à creuser là-dessus. Hein. Et puis si tu vas dans le canon, quand tu prends les comics justement sur la jeunesse des Jedi, avec justement les deux planètes, une d'ombre, une de lumière, on retrouve ça aussi. Et on sait que Disney, ils ont en projet de faire un truc sur justement les origines de la Force. Après, ça peut aussi renvoyer au père, tu vois, la fille, le fils, tu vois, jour nuit aussi. Donc on retrouve tous ces motifs-là. Ouais. Je voulais réagir, Faye, tu disais, il arrive en force brute. On n'a pas parlé du fait qu'il arrive, on commence par voir ses bras, quoi, hyper musclés.
Et c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense qu'on n'avait jamais vraiment vu. Enfin, par rapport aux Jedi où en général, les bras sont cachés dans leur tenue, là, on a vraiment une opposition où la première chose qu'on voit, c'est pas son visage, c'est pas ses pieds, c'est ses bras. Donc c'est le bras musclé, le bras armé. Il y a le symbole, quoi, du bras armé. Tout à fait, mais ça, on revient aux premières apparitions du chef des Chevaliers de Rennes dans l'ascension de Kylo Ren. On est vraiment exactement dans la même imagerie. La seule chose, il y a deux choses qui changent, c'est que le casque est pas le même, tout à fait, et que dans le comics, le chef il est torse-poil. C'est un privilège qu'on a réservé à Yorg, paix à son âme. Mais là, on est vraiment, enfin moi quand je l'ai vu justement avec ses bras ultra musclés, le côté Marcel, on va Mais dire. il a un petit gilet, non ça doit, Pas vraiment en fait, c'est comme s'il avait un genre de t-shirt sans manches et puis une cape. Enfin, c'est un peu flou justement. Il est très dans le noir, donc on voit pas bien les contours. Mais ce qu'on voit bien, c'est effectivement ses bras qui ressortent et qui font beaucoup ressembler au Chevalier de Rennes du comics. Hein. Je pense que l'imagerie, elle est pas choisie au hasard. On essaye de nous dire un truc là. Et le fait qu'il y ait la musique, enfin le thème de Ben, c'est pas un hasard. Enfin, pourquoi est-ce qu'il mettrait ce thème-là? En plus, au moment où c'est mis, pour moi, c'est pas un hasard. C'est vraiment, ils sont en train de nous suggérer que c'est ça. Et ça veut dire que les chevaliers de Rennes. Et en plus, tu vois, peut-être, on parlait, tu vois, de la fameuse secte de la voix de la main ouverte. Bah, peut-être que justement, ça aurait engendré après, ça aurait évolué en chevalier de Rennes. Dans ce côté. On veut en fait reprendre la liberté d'utiliser la force comme on veut. Enfin, t'as tout ce truc avec les liens. Puis c'est pareil, les pouvoirs des sorcières aussi, ça que je me pose comme question. C'est quand tu vois le fameux lien de vie, t'as l'impression que ça peut, bon bah t'accompagner la vie, ça peut soigner. Enfin, tu vois, quand tu vois toutes les facettes de la force elle peut soigner, elle peut créer la vie, ça a créé des jumelles, ça peut faire plein de trucs. Enfin, c'est quand même bizarroïdos leur façon d'utiliser la force. Tu vois, je me suis même demandé si May et Osha, ça serait pas en fait des clones de la reine des sorcières, enfin de la chef des sorcières, et qu'en fait ça serait un moyen pour elle de rester immortelle. Parce que quand tu regardes, alors du coup j'ai vu ça sur Screen Crush, je crois, qui en parlait, qui faisait le rapport avec le roman Dark Plagueis et l'utilisation justement par Dark Plagueis et Palpatine des médicloriens de la force pour justement rester en vie. Et en fait, il les comparait un peu comme des vampires qui aspirent en fait la force pour garder quelque part la vie éternelle, pour rester comme ça. Et donc, il se posait la question si en fait, dans la théorie, la reine je sais plus comment elle s'appelle, la mère des deux jumelles, en fait, elle aurait pas créé les deux jumelles comme étant des clones d'elle, ou tu vois, une tentative de faire une machine dans la force pour pouvoir aspirer leur force et elle rester en vie, rester toute puissante. Et ça pourrait expliquer pourquoi Saul, en fait, il aurait voulu récupérer les deux gamines, parce qu'elles étaient en danger. Peut-être que toutes, même peut-être pas que la reine, mais peut-être que tout le coven de sorcières puisait dans la jeunesse la force pour pouvoir rester en vie, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps elles étaient là, depuis combien de temps elles fuyaient. Enfin, c'est vrai que tout le rapport à la force, c'est des choses que je vois un peu partout, à quel point c'est bizarre. Et la façon dont Kimi parle en disant qu'il veut utiliser la force comme il veut et tout, je me dis si c'est une expérience comme les jumelles, peut-être qu'il n'avait pas envie de mourir et qu'il s'est libéré pour pouvoir justement changer ça et empêcher qu'on lui pompe son énergie. Et du coup, je me dis, vu que, comment elle s'appelle, Osha, elle a moins de pouvoir que sa sœur, peut-être que elle, on lui avait déjà pompé un peu de son énergie. Je sais pas. C'est mince. C'est mince, mais il y a quelque chose de bizarre autour de la force. Donc voilà, c'est les questions que je me pose. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions comme ça autour de la force. Moi, je voulais réagir sur le fait de parler, que Kimir dise je veux pas des règles, c'est peut-être aussi une référence à la règle des deux. Hein. C'est peut-être je veux pas me conformer à la règle des deux. Il y a les règles des Jedi, mais il y a les règles des Sith aussi. Ouais, c'est pas con, moi aussi. Hein. En tout cas, c'est un rebelle, ça c'est sûr. Peut-être qu'il va être un pirate, je sais pas, moi. J'en sais rien. Je pense qu'il est lié au Sith. Peut-être qu'il a été entraîné par un Sith, mais je pense qu'il a pris son indépendance.
Alors moi personnellement, ça m'a fait hurler quand j'ai entendu le mot Sith parce que vraiment j'avais vraiment et j'insiste, pas envie que ça soit des Sith dans The Acolyte. Après la façon dont c'est amené, donc j'ai soufflé très fort, je pense que tout le monde m'a entendu dans ma ville, mais la façon dont c'est amené après, c'est-à-dire que on voit le visage de Kimir et il va dire She exposed me, so now I have to kill every single last one of you. Donc elle m'a Exposé, pas enfin exposé, démasqué. c'est pas le mot, démasqué, voilà, merci. Maintenant je dois tuer chacun d'entre vous. Donc ce qui en fait permettrait un certain raccord avec le fait que dans la menace fantôme on nous dise mais les Sith sont éteints depuis un millénaire, etc. Bah oui, mais si les Jedi en ont croisé un et que ce un les a tous butés, l'information n'est pas remontée jusqu'à Coruscant, donc elle n'est pas dans les archives. Donc pour les Jedi, il y a un certain aveuglement, on n'a pas croisé de Sith. Les autres, ils sont morts tout seuls. Oh bon, on sait pas. Ils ont glissé, ils étaient. Alors, tiens, comme dans One Piece, il y a un perso dans One Piece, ça me fait rire. C'est au tout début, c'est pas du spoil, mais on te dit qu'elle allait pour tailler son arme et qu'elle est morte. Donc moi, je sais plus si c'est dit ou pas, mais moi j'imagine qu'elle est tombée dans les escaliers et qu'elle s'est empalée. Bon bref, et je me dis voilà, c'est la même chose. Ils s'entraînaient au sabre laser, ils ont chuté et il y avait le sabre qui était allumé. Bon bah voilà, ça les a transpercés. Et pour Yord, il était en train de repasser, il a glissé. Et puis voilà, il s'est craqué sur le bord de la planche à repasser, et voilà, il est mort. Bon, c'est des explications simples. Mais n'empêche, c'est pas con ce que tu dis, parce que imagine que Sol bascule du côté obscur et se casse. Imagine que les jumelles, elles se mettent aussi du côté de Kimir. Bah, il y a personne pour témoigner, du coup. À part Basile, mais Basile, ils l'ont peut-être zigouillé. Et manger, peut-être, je sais pas. Moi, ça me pose quand même la question, c'est qu'il y avait cette espèce de petit conseil de l'ombre Jedi, donc il y a Elimundi, qui s'était dit « mais ce serait peut-être un Sith ». Et si personne revient, les mecs se disent pas « c'était peut-être un Sith ». Enfin, je sais pas, ça me paraît on verra peut-être qu'eux, ils vont tous y passer aussi, parce que... Non, mais qui a Elimundi Ah oui, certes. Mais tu sais, un peu... manipulation mentale. Tu n'as rien vu. Alors oui, là, il faut y aller fort. Après, tu as des gens qui refusent de voir la vérité en face et qui préfèrent dire non, on va cacher les incidents, allez hop, on va dire qu'officiellement, il s'est rien passé. Enfin, tu vois, aux États-Unis, histoire par exemple des États-Unis, tu as plein de cas comme ça. Je suis sûre qu'en France aussi. Donc, oui, je pense que, vu le climat actuel, on peut tout à fait dire la même chose de la France. Bref, ce sera mon aparté électoral. Pour en revenir à cette histoire, je voudrais juste reprendre une autre citation de Kimir qui dit « I don't make the rules, the Jedi do. And the Jedi say I can't exist. They see my face, they all lie. » Je ne fais pas les règles, ce sont les Jedi qui les font. Et les Jedi disent que je ne peux pas exister. Ils voient mon visage, ils meurent tous. Donc on en revient à un Kimir qui protège un secret, en fait, qu'a envoyé Mai protéger un secret. Mais quel secret? Qui il est? Qu'est-ce qu'il a à protéger, en fait? Bah, peut-être sa naissance, justement, le fait qu'ils soient issus d'expériences, qu'ils sont quelque chose de... Parce qu'il est quand même balèze, donc les midi-chloriens, ils sont quand même bien concentrés en lui. Donc voilà, c'est peut-être une première tentative d'essayer de faire l'élu, le Kisasaderak. Ah non, c'est pas la même franchise, mais vous voyez, le truc comme ça, quoi. Je sais pas, hein, ça pourrait être logique. Ou alors il devrait pas exister, tu vois, dans le coven d'où viennent les filles, un mec sorcier, donc... Ils veulent le zigouiller, je sais pas. Moi, ça me fait plus penser, mais on en revient au site. Hein. Ça m'énerve de revenir. Mais comme si les sites étaient déjà étaient au courant, en fait. Enfin, ils se planquent des Jedi. Donc, selon les Jedi, ils n'existent pas. Les Jedi ont décidé que les sites n'existaient plus. Donc, s'ils n'existent plus, les Jedi ne doivent plus être au courant de son existence. Donc, chaque Jedi qui soupçonne la résurrection des Sith doit mourir pour conserver le secret. C'est comme ça que je le vois. Oui, ça ou alors, ils considèrent que les Jedi pensent qu'ils sont que deux et ils pensent qu'il ne peut pas y avoir d'autre chose du côté obscur que les Sith. Et donc, ce que lui il dit, c'est que les Jedi sont aveugles à quelque chose d'autre que purement les deux Sith. Parce que d'ailleurs, dans l'épisode 1, c'est qui est mort, le maître ou l'apprenti. Donc, les Jedi ont bien conscience de cette règle des deux. Et pour eux, il n'y a rien d'autre que les deux. Il peut pas
qui est mort, le maître ou l'apprenti, ça peut être ou leurs 100 petits rejetons de mini-sites qui sont en train de balader. Enfin, je veux dire, après tout, on a bien vu dans la prélogie que il y a toujours un deuxième apprenti, un apprenti de l'apprenti. Et la règle des deux, elle est faite pour être transgressée tout le temps. Puis qu'est-ce qui nous prouve effectivement que c'est pas un autre culte, que c'est pas quelque chose d'autre qui émerge. Ouais. Parce que c'est pareil, alors je prends l'exemple, mais dans l'épisode 9, à la fin, Palpatine, il a une chier de mecs là qui sont là quand il se bat contre Ben et Rey. Il y a des gens qui les matent à un moment, on voit une foule. C'est tous ces clones. Enfin, j'ai pas compris qui ils étaient, ces gens-là. Il doit bien avoir quelqu'un. Il y a une secte palpatienne. Je sais pas, moi, il a créé son truc. Tu peux pas me dire que, genre, dans le monde, il n'y a pas des gens qui ont des pouvoirs Sith qui se réveillent en dehors de la congrégation officielle. Enfin, je veux dire, il y a bien des gens, peut-être, qui ont eu des pouvoirs de force, qui se sont éveillés et qui ont après l'utilisé tout seuls sans que les Jedi les repèrent. Ça peut arriver, on sait pas. Hein. Je veux dire, ils sont tous là. En fait, les deux côtés, ils sont tellement absolus en disant non, nous, on a le truc officiel, c'est comme ça, qui sont tous aveugles. Ça se trouve, il y a peut-être des gens qui utilisent la force autrement. On a vu les sorcières. Pourquoi il y aurait pas plusieurs trucs de site. Enfin, voilà, ça peut être une façon de un peu de changer les choses, d'apporter du sang neuf aussi, d'utiliser ce qu'on a vu dans les lectures de la Haute République avec des évolutions. Voilà, ça peut être bien aussi d'avoir autre chose que les sites. Et en plus, il dit « You might call me Sith ». Donc, vous pourriez m'appeler Sith. En français, c'est pas super bien traduit. C'est Lucie Gallio qui le faisait remarquer sur son compte Twitter. Faut faire gaffe. Ça peut vouloir dire ça ressemble. Genre, pour vous, je ressemble à un Sith, mais j'en suis peut-être pas un. C'est ça. Il laisse la porte ouverte quand même. Oui, alors je crois que la VF, pas la VOST, mais la VF a été plus absolue, comme les sites, on va dire. Vous pouvez m'appeler Sith. La nuance, elle est quand même hyper importante parce que vous pouvez m'appeler Sith, c'est comme moi je disais, écoutez, vous pouvez m'appeler Iris tant que vous y êtes. Alors que là, on est plutôt dans le truc, quitte à me donner un nom, appelez-moi Sith, c'est peut-être le plus proche de ce que vous connaissez, mais j'en suis pas un, quoi. Il y a cette nuance-là qui ne transparaît pas dans la VF. Par contre, dans la VOST, ça transparaît. Parce que lui, il dit « je n'ai pas de nom ». Donc ça veut dire que ce qu'il est, il l'a pas nommé encore, parce que c'est quelque chose auquel peut-être ni les Sith ni les Jedi s'attendaient. Et ça serait genre, je m'appelle Robert Wren. Je sais pas, genre comme ça. Peut-être qu'il va dire « je m'appelle Wren » à la fin. Ouais. Smilo Wren. On t'a dit. J'adore. Avec son petit côté Venom, là. Non, bref. Moi, à chaque fois, ouais. De toute façon, il y a tous les persos de The Good Place qui vont arriver à la fin. C'est ça, le twist. On va avoir Eleanor qui va se racheter. Ah, trop bien. Mais n'empêche, tu vois, le fait qu'on ait la révélation de cet épisode, ça me laisse penser que c'est, encore une fois, c'est pas lui, le twist de la série, c'est pas ça le truc qui est important. À mon avis, ce qui est important, c'est ce qu'a fait Saul. C'est Saul la clé. Et d'ailleurs, clé, Saul, note. Hein. On n'avait pas dit ça. Voilà, hein, c'est la clé. Ça marche pas en anglais. Mais je pense qu'il a fait un truc choquant. On en revient à ce qu'on disait dans les autres épisodes. Il a fait un truc choquant, peut-être du niveau d'Anakin quand il a tué tous les gens des hommes des sables. Hein, et c'est sûr qu'il a fait un truc choquant et on va l'apprendre. Et que le mec, il nous a fait un truc, tu vois, à la Maître Windu, genre « Ah, vous êtes tous horribles avec les petites gamines, je vais tous vous buter pour les récupérer. » Tu vois, un truc comme ça, genre dans sa tête, il a pensé ça. Et il y allait, ou lui, tu vois, il a délivré le petit gamin sans le savoir en pensant faire un bon geste et il a libéré le mal dans la galaxie. J'en sais rien, mais il y a un truc, je pense que la clé, c'est Saul. Je pense pas que ce soit ni les jumelles, ni Kimir. Mais Torbin, il a dit nous pensions bien faire, hein, donc c'est forcément un truc qui a l'air tout bien, mais c'est une grosse boulette. Enfin, comme une Jedi, quoi, en fait. Hein. C'est ça. On prend le petit côté obscur pour le mettre dans le grand côté obscur. Les gamines, en pleine ténèbres. Et puis, en fait, ils ont buté tout le monde, alors que, non, ça se trouve... Voilà, ou alors ils pensaient libérer, tu vois, bien faire en libérant un petit enfant, et ils ont cru qu'il était mort, et celui-là, ils l'ont caché parce que... Oups, on va le cacher, celui-là. Et en fait, c'est qui des dommages collatéraux. C'est ça, et ça expliquerait pourquoi il dit « Ah, vous me reconnaissez pas. » Bon, alors après, il y a les gens sur Reddit, c'est un peu, je trouve, pas raciste, mais bon, ils se sont dit « Tiens, il y a deux personnes
voilà, d'origine asiatique, on va dire que c'est le père et le fils. Non, mais j'ai vu, hein, je vous jure, j'ai vu texto sur dit de quelqu'un qui disait ah bah les deux ils ont la même origine, c'est sûr c'est le père et le fils, c'est pour ça qu'il lui dit ça. Oui, alors déjà, il y en a un qui vient des Philippines et l'autre qui est coréen, donc c'est pas la même origine. Enfin, pareil. Voilà, on ralassait en tant qu'Européens quand on est mis dans le même panier, donc il faut arrêter quoi. Ah ouais, non mais ça me fait rire. Mais en plus, franchement, enfin. En plus, enfin, je veux dire, ils ont aucun trait en commun. Mais non. Enfin, je veux dire, oui, ok, ils ont tous les deux les cheveux noirs. Super. Après, d'un point de vue d'un casteur américain, certes, je veux dire, ça marche. Serait peut-être moins absolu, tu vois. Je suis d'accord avec vous, les filles. Hein. Je pense que les deux acteurs ne se ressemblent pas du tout et que du coup, ce serait pas logique. Mais pour un scénariste américain ou un casteur américain, à mon avis... oui, ils se posent pas la question. Hein. C'est pareil, quand ils peuvent avoir une star, si elle correspond pas au rôle, c'est pas grave, tant que c'est la star, c'est bon, quoi. Quand tu vois la tête des jumelles Patil dans Harry Potter, excusez-moi, mais... voilà. Excusez-moi, mais elles ont rien de jumelles du tout. Écoute, si c'était après, elles peuvent être fausses jumelles, hein, mais il me semblait que dans les bouquins, elles se ressemblaient énormément. Oui. Moi, j'avais suivi les news à l'époque. Il y avait des milliers de jumelles indiennes qui s'étaient présentées au casting en Angleterre, parce que c'était des acteurs anglais, et tout ça pour se faire débouter par deux actrices totalement différentes qui se ressemblent absolument pas, quoi. Voilà. Ah, pas mal ça comme théorie. Donc du coup, il aurait transitionné en homme. Attends, pour lire le commentaire, c'est Marine qui dit « Moi, j'ai vu une théorie comme quoi Kimir pourrait être présent dans le Coven sous une apparence féminine. » On serait encore plus dans la dualité, là. Ça pourrait. Ça a l'air d'être quand même le grand thème de cette série. En tout cas, c'est avec la magie, tout est possible. Hein. Tout à fait, dissimuler ses traits ou quelque chose de plus drastique. Après, on a vu qu'il savait manipuler les poisons, peut-être faire des potions. Pourquoi pas une potion pour changer d'apparence. Ouais, manipulation mentale aussi. Si ça se trouve, c'est la mère des jumelles depuis le début, mais tout le monde la voit sous les traits de Kimir. Je sais pas, hein, tout est possible. Hein. En tout cas, il y avait quelque chose de louche. Et moi, j'ai ouais. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va trafiquer avec Osha. Moi, je pense qu'il va lui raconter en disant oui, ta sœur, elle m'a raconté l'histoire. Ou alors, il va lui dire ah, j'étais là. Et on va voir ce qui s'est passé. Ou alors, il va dire ah, tu te rappelles pas, j'étais ton ami imaginaire. C'est moi qui t'ai aidé à mettre le feu. Non, mais ça se trouve, ils sont peut-être deux mèches depuis le début. Et c'est elle qui a allumé le feu. Et depuis le début, on croit que c'est elle la gentille. Et en fait, elle est horrible. C'est possible. De toute façon, il y a quelque chose hein, avec les sœurs. D'ailleurs, on pourrait revenir un petit peu dessus, là, sur le fait que... Bon, ça commence quand même avec Jackie qui tente d'arrêter May. Donc, on a quand même un beau combat à main nue entre les deux qui est assez... Enfin, elles n'ont pas le dessus l'une sur l'autre. Hein. Ça reste quand même assez... en termes de force, de rapport de force, c'est assez égalitaire. Puis il y en a May qui réussit à prendre la fuite, Osha qui finit par la rattraper à un moment donné. Donc il y a toute cette scène assez touchante où tu as May qui supplie en fait Osha de la choisir, de pas choisir les Jedi, de revenir vers elle. Enfin, on sent que il y a quelque chose de très très naïf au final chez May. Malgré tout ce qu'on a pu voir d'elle, quelque part son côté obscur, et que là elle se met à nu devant sa sœur, je n'ai pas l'impression que ça soit de la manipulation, c'est vraiment l'impression d'une enfant en fait. Vraiment face à sa sœur, ça reste une enfant qui veut que sa sœur revienne. Et puis il y a cette espèce de force push là qui assomme complètement Osha, et là on voit, enfin on pressent l'échange de vie entre les deux. Et moi, ça pose la question, en fait, de pourquoi May elle fait ça, pourquoi May elle essaye d'infiltrer les Jedi. Quel est le but derrière? Pour tuer Sol, je pense. Sans armes. Ouais. Oui, il y a un côté qui est pas logique, parce qu'elle était prête à se rendre aux Jedi pour pouvoir récupérer sa sœur, puis ensuite elle les fuit. Elle fuit puis ensuite elle les attaque. Ouais, ou alors, elle attaque Jackie. Ouais, c'est assez bizarre. Après, elle essaie de se défendre, mais peut-être qu'à la fin, elle s'est dit, tiens,
je vais laisser ma sœur à l'autre là parce qu'il voulait me zigouiller. Comme ça, il la tuera elle et moi je pourrais refaire ma vie en tant que chat et peut-être faire ma vengeance parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose de vachement possessif dans la scène où elle voit sa sœur où elle dit oui il faut qu'on soit ensemble et tout, il y a ma famille. Elle lui dit ah mais ils t'ont menti. On dirait vraiment ce que ferait une personne un peu beaucoup toxique pour te garder sous son emprise en disant que c'est les autres qui te mentent, qui te détournent d'elle et que elle est là pour elle, qu'elle va s'occuper d'elle et tout. Et quand la personne toxique elle perd son emprise et qu'elle a pas ce qu'elle veut, et ben elle fait souffrir l'autre, elle se venge. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle change de place avec sa sœur en disant bah l'autre il veut me zigouiller, peut-être il va zigouiller ma sœur, elle est pas censée savoir qu'il va faire une approche romantique avec la couverture et tout. Classe. Voilà. Et elle s'est dit on m'a pris ma sœur, on m'a tout pris, je vais m'incruster et zigouiller seule. Moi je vois bien un truc comme ça. Par contre elle est forte pour se faire une coupe avec un sabre laser en un coup. Mais trop. Franchement, c'était droit. C'est un grand classique quand même, parce qu'on a Kanan Jarrus qui nous a fait ça aussi. Et puis c'est un classique aussi dans les films de samouraï. On a ça, je pense à Mulan, moi, quand je vois ça, qui fait exactement le même geste avec son sabre. Mais dans Ahsoka, elle le fait aussi. Oui. Ouais. Enfin voilà, ça m'a fait rire, tu sais, tous les fragiles. Mais un sabre laser, ça sort pas, c'est une coupe de cheveux. Mais il y a eu 15 000 exemples avant. Qu'est-ce que tu viens nous faire? Après, ça cautérise, donc si t'as des fourches, ça te les crame, c'est pas plus mal que ça. Par contre, pour couper droit, moi je dis chapeau, parce que vraiment, on voit beaucoup de vidéos YouTube de gens qui essaient de se couper les cheveux eux-mêmes et ça marche pas. Moi je sais que j'ai fait ça quand j'étais ado. En voulant égaliser, j'ai fini avec la coupe de Jeanne d'Arc. Donc, Faux. Je crois pas que je dois en avoir. J'ai dû les foutre au feu. C'était horrible. Non, mais vraiment, là, en plus, même c'est le sable qui coupe le bout des tresses, il est coupé, il n'est pas tout fermé et tout. Et puis, ça doit sentir le cheveu brûlé. Si elle les a coupés au sable laser. Alors, comment Sol, il renifle pas? Parce que ça sent fort, les cheveux brûlés. Oui, mais Basile, lui. Basile, lui, Basile, lui, va le voir. Ah oui, mais alors, par contre, il est mou. Il sent direct l'odeur, il rentre dans le vaisseau, il sent direct, il fait pas un bruit. Moi, je sais pas, j'alerte de suite, j'appuie sur le bouton alerte. Il a pas le Basile alerte, il appuie dessus, je sais pas, moi. Attends, mais il est chelou. Bon, c'est un épisode, en fait, qui nous pose encore plus de questions qu'il nous apporte de réponses. On n'a pas avancé en fait sur les mystères. Enfin, si, on sait que l'inconnu c'est Kimia. Ok. Bon, le truc qu'on avait trop vu, en fait, c'est juste décevant parce qu'en fait, on me disait si c'est lui, c'est décevant parce qu'ils nous ont mis tellement de petits cailloux pour que ce soit lui que ça en devient décevant. Ok. Et sur le reste, j'espère qu'on va avoir quand même des beaux twists parce que. Du coup, vu que chaque twist, on les a vus à 50 km. Ah, pas les morts quand même de... Ouais, on avait dit... Ça, on pensait pas que ça arriverait aussitôt, tu vois. C'est vrai qu'on n'avait pas vu Yord et Jeki se faire tuer aussi rapidement. Mais le fait que c'était pas Osha, c'était probablement quelqu'un qui lui ressemblait. On le voit à 3 km. Voilà. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il nous donne plein d'indices. Et je pense pour qu'on puisse facilement les deviner. Et je pense parce qu'ils veulent qu'on soit surpris par un autre twist. C'est ça. Mais lequel? C'est ça. Bah, j'espère vraiment parce que jusque-là, alors vous savez combien j'attendais The Acolyte, parce que je vous ai fait suer avec cette série, et que pour l'instant, mais je reste grave sur ma faim, quoi. Donc j'essaye de pas dire que je suis déçue parce que la série est pas finie, elle peut toujours me surprendre. Mais je reste sur ma faim, quoi, sérieux. Enfin, donc j'espère que ça va vraiment me surprendre de dingue et qu'on va effectivement avoir des vrais plot twists, enfin un truc auquel on s'attendait pas, et pas des choses que même moi je suis capable de deviner 15 plombes en avance, parce que c'est pas mon fort normalement, deviner les trucs 15 plombes en avance. Non mais là, le fait qu'on est à l'épisode 5, je pense que ça y est, on rentre dans le vif du sujet, le truc intéressant qui va amener vers la saison 2. Donc on va avoir des twists et tout, et c'est exactement toute la première partie, c'était comme on l'avait dit,
de l'intro et pour nous faire croire qu'on était dans un truc genre qui sait qui a tué, mais c'est pas ça en fait. C'est le plus important, c'est de savoir, je pense, la clé c'est Saul, c'est ce qui va arriver et je pense que c'est un peu aussi planter les graines qui fait que par la suite, les Jedi ils vont sombrer, ils vont tomber et je pense qu'on va voir déjà ça peut-être qu'à la fin de la série justement, les Jedi ils vont peut-être cacher le fait, par exemple que Saul aurait basculé de l'autre côté et que il aurait été tué par quelqu'un. Peut-être que à la fin de la série, Vernestra, c'est elle qui va tuer Saul et l'acolyte, admettons. Et à la fin, ils vont dire bon, on va classer ça en secret défense. Jamais personne doit savoir, surtout le Sénat, qu'un Jedi est passé du côté obscur. Et donc, hop, ça serait effacé. Ce qui expliquerait qu'au moment de la menace fantôme, il serait là en mode non, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Les Sith connaissent pas, tu vois, c'est machin. Et qu'après, on part sur le reste parce que voilà, ils sont tellement aveuglés, tellement fermés dans leur truc, tellement ils veulent pas se dire que peut-être leur Jedi, il faudrait un peu faire une refonte de tout ça parce que ça va pas du tout, les lois. Hein. Les Sith, c'est pareil chez vous aussi, ça va pas du tout. Faut faire une refonte. Et ben voilà, plutôt que de voir les problèmes en face, comme d'habitude, on rend d'autres personnes responsables. Toute coïncidence fortuite, référence à des événements. Mais par contre, voilà, moi j'ai aimé la baston, le côté brutaux, mais je te rejoins sur le fait que je suis restée sur ma faim, parce que tout l'épisode est concentré sur toutes ces scènes d'action, sur tout ce qui se passe et tout, et ça manque d'aspect dramatique. Même quand on a les discussions avec les deux sœurs, je trouve que ces scènes, elles sont d'une platitude, mais j'en avais rien à faire. J'étais là, rendez-moi mon Kimir, ou qu'il est avec ses bestioles. Mais alors elle, rien du tout. Ah là là. Je vais faire des fanfictions sur Kimir avec Karim. Je veux les lire. Moi, je veux une série sur Jeki Yord, enquête impossible des Jedi. Est-ce que tu as vu ce dessin? Faut que je le retrouve sur Twitter et que je te l'envoie. Il est sorti juste après les 2 premiers épisodes où tu as quelqu'un qui a dessiné Kimir, pas Kimir, tu me perturbes, Faye. Qui a dessiné Jeki et Yord avec, tu sais, ils partagent la même cape et tu sais, c'est your get along cap. Tu sais, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les dessins animés. Tu sais, il y a un frère et une sœur qui sont obligés de partager le même t-shirt pour s'entendre. Ils sont littéralement collés ensemble. Et là, c'est pareil, ils ont leur belle cape de Jedi et c'est écrit Our Get Along Cape. Et donc, tu les vois faire la guerre un peu tous les deux parce qu'ils sont obligés de faire équipe et de s'entendre. Voilà, donc ça. Ton idée de série sur Jeki et Yord me fait penser à ça. Voilà, on n'a pas vu une digression. On sait que Yord, il a une padawan aussi. On a aussi on l'a vu dans un personnage qui peut popper potentiellement encore elle est pas dans les derniers épisodes. Non, elle était pas sur la planète, il l'avait pas marqué. Quelle chanceuse, elle va avoir enfin un maître compétent. Et je crois que Faye, tu voulais faire une petite ode à Yord. Écoutez, je me suis dit quand même, on a besoin de rire un peu, puis bon, je l'aime pas. Je serai pas avant, excusez-moi. Je l'aime pas, mais quand même, je voulais lui rendre hommage. Alors pour vous, chers amis, j'ai écrit une petite ode. Voilà. Alors attention, je vais vous lire ça. Au revoir, Yord, petit ange parti trop tôt, disparu dans des craquements brutaux. Du repassage, tu étais le maître. Les faux plis, tu faisais disparaître. Guindé, assurément tu l'étais. Mais jusqu'au bout, la gaieté, tu nous as apporté. Au revoir l'artiste. Voilà. Écoutez, il fallait lui rendre hommage. Oui, je m'ennuie le matin comme ça, écoutez. Non, on a besoin de rire. Donc, écoutez, la prochaine fois, je vais faire des fanfictions. Écoutez. On a perdu Céline. La semaine dernière, c'était moi qui avais un fou rire. Cette semaine, c'est Céline. La semaine prochaine, c'est toi, Faye. Hein. Moi, j'en ai tout le temps. Non, mais je vais travailler sur la fanfiction Kimir et Osha. Kimir et Jeki, tu veux dire? Ah non, je vais faire Kimir et Osha. Parce que la couverture à la fin et tout, là, c'est un signe. Non, mais Jeki, elle est underage, hein, c'est un peu limite quand même. Ouais. Non, mais Jeki, moi, je voulais pour faire des enquêtes. Vous êtes mais j'étais pas en train de les mettre ensemble. Non, mais tu penses à Yord, pas à Kimir, toi. Oui. Tu vois, plus personne pense à Yord. Mais oui, je pense à Yord, désolé. Il y a déjà qui pense à Yord, le pauvre. Tout le monde l'a oublié, le pauvre.
Pardon. Mais oui, on peut faire une fanfiction, ils mènent des enquêtes en mode Scooby-Doo. C'est qui, allez. Et à la fin, il retire le casque en cortosis. Ah, c'était toi. C'était le patron de la fête foraine, merde. Il y Ah, a mais on peut l'idée. trop faire il y a un truc de Scooby-Doo. Putain, il y a mais du ça- potentiel avec ça. Mais grave, Bref. franchement. Si on déconne, je pense qu'on a fait le tout. Oui, c'est ce Ouais. que j'allais vous dire. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur cet épisode, hein? Bah non, je crois qu'on a tout dit. Je vérifie dans mes notes. Non, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Non, bah c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Céline, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Et là, maintenant, il faut qu'on ait les dernières révélations, là. Ah oui, là, il C'est faut ça. que ça avance. Ouais, un petit peu. Là, ça commence à être un peu long. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Parce qu'on va finir par raconter beaucoup de conneries et commencer la fanfic de Faye en direct. Écrivons ensemble. Alors, enquête. Façon cadavreski, ou je sais pas. Bref. À la recherche du fer à repère perdu. Mais qui donc a volé le fer de Bigord? Bon, en tout cas, on vous remercie d'être super nombreux ce soir, parce que je crois qu'au pic de connexion, vous étiez 13 ou 14. Donc, c'est assez chouette. Merci de votre soutien et de votre participation. Il y a toujours des réflexions pertinentes dans le chat. D'autres moins. La personne visée se reconnaîtra. Bisous, Sylvain. Cher. C'était gratuit, mais c'est de bonne guerre. Voilà, donc merci encore pour nous avoir suivis. Donc on rappelle le principe des émissions qu'on fait sur Acolyte, puisqu'on n'a pas parlé au début, c'est que une semaine c'est chez nous ici au Geek Squadron, et la semaine suivante ça se passe chez James et Faye en direct sur Twitch. Donc justement la semaine prochaine, Faye, hein, c'est chez toi. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on peut te trouver en attendant? Eh bien, vous pouvez me retrouver, si vous voulez suivre nos émissions, sur le site internet jamesfay.fr. Sur les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye aussi, on est partout. Et puis si vous voulez que moi j'ai un Twitter, vous tapez Faye Fanel, c'est moi. Et Blue Sky aussi, voilà, vous pouvez aussi me retrouver là-dessus. Et sur d'autres choses aussi, sur Sueur Froide aussi, vous pouvez me retrouver. J'écris pas de la fanfiction dessus, mais des petits articles sur des films, voilà. Et Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Moi, je suis sur Blue Sky et Instagram. Et puis, sinon, il y a les réseaux du Geek Squadron. Hein, n'hésitez pas à nous contacter par là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a pas dit, on a des Discord, vous aussi. Tout Vous avez à un fait. Discord Geek Squadron, et moi aussi j'en ai un. Donc vous avez plein de trucs pour venir. Mais venez, on fera un salon fanfiction spécial. yeah. Fanfiction The Acolyte. On va faire un petit défi fanfic, là. Ça peut être rigolo. Ah bah oui, bah écoute, voilà, on pourrait meubler quand on n'a rien à dire. Et alors du coup, pour le prochain, on fait ça quand au final? On a choisi. Vous n'avez pas dit samedi prochain? Alors, On ce avait dit samedi samedi prochain. Ce samedi-là? Ah bah oui, du le coup. 6, voilà, donc le 6 alors, c'est ça, hein, je fais pas de bêtises. Du coup, ça sera donc ce samedi chez James et Faye. Ça sera avec donc Faye, forcément, puisque c'est chez elle. Ça sera avec Céline et ça sera normalement avec Salina. Mais moi, je ne serai malheureusement pas là, mais je vous écouterai avec attention dès que l'émission sera disponible, évidemment. C'est un crève-cœur de ne pas faire ça avec vous, les filles, mais j'ai vraiment pas le choix. Enregistre-nous un petit message, sinon. Petite fanfiction pour la fin. Je vais pas avoir le temps, mais un petit message vidéo ou sonore pour vous dire ce que j'ai pensé de l'épisode. Pourquoi pas, ouais, si j'ai le temps, parce qu'il faut que je prépare les valises des gamins. Donc, une ode à Basile, parce que bon, il y aura bien un mort de plus la semaine prochaine. Ouais, je suis pas sûre d'avoir les talents de Faye, tu vois. Pour des histoires, ouais, mais pour des poèmes, elle a passé la barre un peu. Pourtant, j'en écris pas. C'est rare, écoutez. Mais on peut faire une vidéo la prochaine fois avec tous les morts et une petite musique, genre I Remember Me ou je sais pas quoi. Ouais. Ah oui, ouais, comme aux Oscars, là, parti trop tôt, les petits hommages. On mettra les bestioles, on mettra tous les Jedi qui sont morts.
magnifique. Carrie-Anne Moss. Non, mais elle va revenir. RIP. Je dis. Le twist, c'est elle qui arrive à la fin et qui dit mais vous êtes tous nazes, c'est moi la chef. Voilà. Ouais. J'avais un truc blindé. Mais oui, j'avais des capsules de faux sang au plus vite. Voilà, exactement. Voilà. Elle avait tout prévu. Bon, on est quand même Eh. un petit peu en train de partir en Le- cacahuète, oui. les filles. Le Donc, pollen, il je est propose qu'on rouge-orange, hein. libère nos auditeurs qui subissent nos conneries depuis tout à l'heure. Mais Céline, elle vient de révéler la clé du mystère. C'est rouge-orange le pollen. Voilà, donc merci encore, passez une bonne soirée et on se dit donc à samedi prochain chez James et Faye C'est sur ça. Twitch. On vous remettra tous les liens sur Oui. nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez nous trouver très facilement. Bonne soirée à tout le monde et que la force soit avec vous. Salut. Merci, salut, bisous.